Merci Christophe. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous voir si nombreux de nouveau pour cette donc dernière conférence de cette semaine du cerveau 2021. Alors, je vais être courte parce que c'est le dernier soir et on est donc très content d'avoir vu le succès que l'ensemble de nos événements a rencontré. Et la semaine du cerveau, il est important de dire néanmoins deux mots pour ceux qui seraient là pour la première fois ce soir. Eh bien, c'est un événement international qui a comme objectif de vraiment aller vers le grand public pour venir diffuser les connaissances, les différentes recherches et leurs avancées, ainsi que différents aspects comme ça qui tournent autour du cerveau. Et c'est quelque chose donc qui a lieu maintenant depuis 20 ans, il me semble, et qui est sous l'égide en France de la Société des neurosciences, donc qui est une société savante. Il y a 120 villes en France qui organisent des événements et nous avons dû l'annuler au dernier moment l'année dernière et nous avons eu le plaisir de réussir, grâce à toute une équipe qui s'est mobilisée, réussi à la passer en tout digital cette année. Donc à Marseille, cette équipe, eh bien, ce sont des chercheurs, enseignants-chercheurs, étudiants, ingénieurs qui constituent l'association cerveau.com, dont la présidente est Myriam Kerr et qui donc bien travaille toute l'année pour réaliser ces animations. On va aussi, donc c'est des conférences, c'est des débats, c'est aussi, c'est important de le dire, des visites dans les classes, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, qui là aussi donc permettent à tous nos jeunes de voir arriver un chercheur, un étudiant et parler ainsi de ce cerveau pendant une conférence d'une heure ou deux. Alors tout ça, c'est possible, et bien sûr, grâce à des soutiens financiers. Et nous sommes épaulés par différentes structures qui nous soutiennent financièrement, donc la région, le département, la ville de Marseille, la MGEN, et puis tout un tas donc de laboratoires dans neurosciences marseillaises, Neuroschool. Et puis ces événements, bien donc c'est la première année qui se passe en digital et nous avons un certain nombre de partenaires organisationnels qui nous accueillent, qui nous prêtent gracieusement donc leur lieu. Donc c'est l'Alcazar, ces différentes universités du temps libre, etc. Et donc cette année, eh bien ils ont été néanmoins toujours à nos côtés, même si ça ne s'est pas fait donc dans ces lieux habituels. Alors cette conférence d'aujourd'hui, eh bien, elle était justement dans le cadre d'un cycle de conférences qui est organisé par la bibliothèque Les Méjanes d'Aix-en-Provence, qui est un cycle de conférences qui s'appelle Sciences Pop. Donc, ça devait se faire dans cette bibliothèque ce soir. Et c'est un partenariat avec la Méjane, donc qui a lieu depuis 3 ans, et on est très heureux d'aller chaque année et d'avoir ce partenariat avec eux, et nous les en remercions. Donc, ce soir, eh bien, j'ai le plaisir d'introduire Olivier Bosler. Olivier, donc, qui est directeur de recherche au CNRS, directeur de recherche émérite, et qui va vous parler, donc, même si je n'ai pas ta dia sous les yeux, Olivier, du cerveau hormonal. Et c'est donc un chercheur qui a beaucoup compté pour cette science qui est la neuroendocrinologie, qui est justement une discipline qui met en lien bien le neuro, donc tout ce qui est cerveau, avec le reste du corps et en particulier par l'intermédiaire d'hormones. Il va vous raconter tout cela bien mieux que moi. Alors Olivier, il a commencé dès le départ sa carrière dans cette discipline et il a rapidement été faire un stage postdoctoral
au Québec, à l'Université de Montréal. Et c'est un laboratoire qui était vraiment pionnier à l'époque dans son domaine. Et c'est bien ce soir, nous en avons la preuve, puisque j'ai vu que des amis québécois étaient connectés, puisque ça a été de nombreuses années de collaboration fructueuse et donc qui a permis d'obtenir des résultats qui ont vraiment marqué cette discipline. Et je pense en particulier aux superbes photos, je ne sais pas s'il nous en montrera dans son diaporama, mais Olivier est vraiment un microscopiste et avec toute une approche anatomo-fonctionnelle de ce cerveau qui est vraiment de grande beauté. Alors, il s'est intéressé ensuite, ça reste dans cette neuroendocrinologie, à une partie un petit peu plus précise de cette neuroendocrinologie qui est la chronobiologie, les rythmes circadiens. Et il a donc eu l'occasion ensuite de créer une équipe qui s'intéressait à ces rythmes biologiques. Il a été également directeur d'un laboratoire INSERM, puis laboratoire d'université. Et je l'ai connu à l'époque où il était chef de département de neuroendocrinologie, donc dans un centre de recherche qui était à l'époque situé à la fac de médecine Nord, donc à Marseille. Alors Olivier, il est aussi très engagé dans tout ce qui est diffusion et diffusion vers le grand public, mais il s'est aussi toujours, même si son métier de chercheur ne l'y obligeait pas, impliqué dans l'enseignement. Et donc, il a toujours été très apprécié des étudiants et il continue à essaimer comme ça toutes ses connaissances envers le plus grand nombre en donnant un certain nombre de conférences, entre autres. Et puis, cette association cerveau.com dont je vous parlais juste avant, qui est l'organisatrice de cet événement, eh bien, il l'a dit, il en a été son président pendant 4 ans. Donc, Olivier, je suis ravie de te laisser la parole et de nous parler ainsi du cerveau hormonal. Merci beaucoup, Sylvie, pour ces sympathiques mots d'introduction, en espérant que ma caméra va tenir le coup. Voilà. Croise les doigts. Alors, bonjour à tous. Ça va marcher, ça? D'accord. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus nombreux. Un bonjour particulier à mes ex-collaborateurs québécois, puisqu'il y en a qui se sont connectés, comme l'a dit Sylvie. Alors, je vais vous parler effectivement du cerveau hormonal. Je vais vous préciser que, vu mon grand âge, je ne fais plus de recherche, mais je suis quand même rattaché à un laboratoire de neurophysio qui est l'Institut de neurophysiopathologie, qui est sur le site de la Timone à Marseille. Et je voudrais à cette occasion remercier Michel Kretchatiski, qui en est son directeur et qui m'a soutenu et qui continue de me soutenir dans ces aspects-là. Donc, je vais vous parler du cerveau hormonal. Et je vais vous voyez bien là l'écran là, parce que je ne suis pas sûr que… Non, c'est bon? Non. Oui, là ça va, mais je sais pas. Est-ce que c'est masqué par quelque chose là? Parce que moi j'ai le haut de mon écran qui est masqué. Non, ça va là. On a les titres, c'est bon. Et on voit ta souris. Ouais, mais là, qu'est-ce qui se passe là? Je reviens en arrière. Excusez-moi, j'ai des problèmes de manipulation. Voilà, alors on va remonter très loin, on va remonter à 1 milliard d'années. 1 milliard d'années, bon, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire toute l'histoire de l'évolution des êtres vivants. Je voulais simplement vous insister sur le fait qu'à 1 milliard d'années, finalement, la communication entre les cellules était une communication qui était une communication à distance, puisque les cellules, même lorsqu'il s'agissait d'individus ou d'êtres vivants unicellulaires, les cellules avaient une fonction sécrétoire et donc libérer des substances dans leur environnement.
Et ces substances qui étaient libérées dans leur environnement, petit à petit, bon, elles ont été mises à profit par les organismes multicellulaires lorsqu'ils sont apparus. Et ces êtres multicellulaires, eh bien, ils ont pu se développer justement grâce à cette capacité qu'avaient les cellules à se développer. Alors, on va sauter, vous voyez, 500 millions d'années, on va avancer assez vite. Puis on va arriver au moment où finalement il y a eu un besoin, une exigence de rapidité, de précision de la communication. Et donc est apparu un autre type de communication qui n'est plus la communication de type hormonal, celle que je vous ai montrée, une communication point par point qui fait intervenir des synapses, donc une communication extrêmement rapide entre les neurones. Alors ces synapses, vous en avez longuement entendu parler tout au long de cette semaine. Vous savez que les neurones communiquent entre eux par des points de contact extrêmement spécifiques, et donc ce qu'on appelle les synapses. Que la caractéristique de cette transmission synaptique, c'est que c'est essentiellement une transmission chimique, donc qui utilise des neurotransmetteurs qui sont stockés dans des petites vésicules, comme vous avez là, hein, qui donc concentrent le neurotransmetteur, et ces neurotransmetteurs sont libérés dans une petite zone étroite ici qui est la synapse pour agir sur des récepteurs. Donc ça, l'activation de ces récepteurs va donc donner l'effet attendu, l'effet biologique. Donc ça, c'est une transmission que l'on appellera point par point, hein, à l'opposé de la transmission de type hormonal dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors cette communication hormonale, finalement, elle a été formalisée au début du XXe siècle avec la définition d'une hormone. Qu'est-ce que c'est qu'une hormone? C'est un principe qui est sécrété par un groupe de cellules. Et ça a été précisé par le fait que ces hormones sont sécrétées dans la circulation sanguine. Et ça a donné naissance à cette grande discipline que vous connaissez, hein, qui est l'endocrinologie, qui est donc apparue au début du XXe siècle, qui est la science, sécrétion interne. Donc vous avez ici des cellules, donc vous avez ici une cellule endocrine qui va libérer donc un message hormonal dans la circulation sanguine, donc à distance, qui va véhiculer dans cette circulation sanguine. Et pour peu qu'elle trouve ici le récepteur adéquat au niveau d'une cellule cible, on va avoir un effet biologique. Alors, si la cellule ne possède pas l'équipement récepteur pour reconnaître cette hormone, il n'y aura pas d'effet biologique. Donc ça, c'est le principe de l'endocrinologie que nous connaissons. Alors, maintenant, chez les vertébrés en particulier, donc ces cellules endocrines ont été regroupées dans des glandes qu'on appelle les glandes endocrines, pardon, excusez-moi, qui sont donc, que vous connaissez, qui sont donc un certain nombre de glandes qui vont libérer différents types d'hormones, la thyroïde, les glandes surrénales, on en reparlera, le pancréas, etc. Et puis il y en a une en particulier qui est donc l'hypophyse, que je mets ici en exergue parce que c'est cette glande dont on va abondamment reparler, qui en fait est un peu le chef d'orchestre des sécrétions hormonales qui sont émises par toutes les autres glandes, par toutes ces autres glandes endocrines. Donc nous avons finalement chez les êtres vivants deux grands systèmes de communication qui vont collaborer. Un système endocrinien, puisqu'il va y avoir conservation au cours de l'évolution de ce type de communication lente par les hormones, communication à distance, et un système nerveux qui s'est donc spécialisé par une communication rapide, point par point, par l'intermédiaire donc de synapses. Alors ce sont deux grands systèmes qui vont collaborer entre eux, qui vont faire la base, dont les interactions vont être la base de ce qu'on appelle la neuroendocrinologie, dont on va parler donc Sylvie. Il faudrait bien sûr ajouter le système immunitaire, hein, qui n'est pas là, je n'en parlerai pas, qui est le troisième grand système qui va effectivement interagir avec ces deux grands systèmes de communication. Alors, une étape vraiment cruciale a été franchie avec ces deux chercheurs que vous voyez là, qui sont Ernst Scharrer et Bertha Scharrer, les époux Scharrer, qui, au début dans les années 30-40, ont fait des observations tout à fait originales qui ont été faites chez des poissons à l'origine, où ils avaient observé que ces animaux avaient des neurones qui contenaient qu'ils appelaient des vésicules,
qui semblait contenir une substance qui était ensuite sécrétée par ces neurones. Donc ça a été vraiment à l'époque quelque chose qui paraissait paradoxal par rapport à ce que l'on savait du neurone, puisque le neurone était réputé comme étant la cellule excitable par définition et non pas une cellule sécrétoire telle qu'on les connaît dans le système endocrine. Donc ça a donné lieu à de grands débats là-dessus. Il n'empêche que les époux Scharrer, finalement, en particulier Bertha Scharrer, ont développé ce concept de neurosécrétion qui a ensuite été étayé par un certain nombre d'observations, et notamment par les observations relatives à ces deux hormones que vous avez là, qui sont l'ocytocine et la vasopressine, dont on sait maintenant qu'elles sont fabriquées dans une partie de notre cerveau qui s'appelle l'hypothalamus, qui est donc une partie qui est primordiale dans les régulations homéostasiques. Et vous voyez que ces neurones, donc, ils sont marqués ici par des techniques de marquage spécifiques, en rouge en immunofluorescence, en rouge pour l'ocytocine, en vert pour la vasopressine. Donc ces corps cellulaires de neurones se trouvent dans l'hypothalamus. On sait qu'il existe ensuite un transfert axonal de ces substances jusqu'à des terminaisons nerveuses de ces neurones, et que ces terminaisons nerveuses, eh bien, elles se trouvent non pas dans le système nerveux, mais dans l'hypophyse. Donc on a une libération sanguine d'hormones, de neurohormones, on les a appelées finalement des neurohormones, qui sont fabriquées dans l'hypothalamus, qui sont transportés jusqu'aux terminaisons nerveuses de ce neurone, qui est donc un neurone neurosécrétoire, pour être libérés au niveau d'une glande endocrine qui est l'hypophyse. Ces hormones ne se libèrent pas n'importe où dans l'hypophyse, elles se libèrent dans une partie de l'hypophyse qui est le lobe nerveux de l'hypophyse, c'est ce qu'on appelle la neurohypophyse. Et vous voyez que cette vasopressine et cette ocytocine vont avoir des effets biologiques. Pour ce qui est de la vasopressine, des effets sur le rein, où elles vont avoir comme action une rétention d'eau. Et puis l'ocytocine va agir d'une part sur l'utérus pour provoquer des contractions utérines lors de l'accouchement, et également le réflexe d'éjection de lait au moment de la tétée par le petit, et en agissant sur les glandes mammaires. Alors, à cette neurohypophyse, pour que l'hypophyse soit complète, il faut y ajouter l'autre partie de l'hypophyse, qui est l'adénohypophyse, qui, elle, n'est pas un lobe nerveux, qui est spécialisé dans la production d'autres hormones qui vont donc agir sur un certain nombre de cibles périphériques. Je vous ai donc cité ici les principales hormones libérées par l'adénohypophyse, la CTH qui va agir sur les glandes surrénales, l'hormone de croissance qui va agir sur les os, sur les muscles, qui va être responsable des métabolismes en particulier de l'organisme, la TSH qui va agir sur la glande thyroïde, LH, FSH qui vont agir sur les gonades, testicules et ovaires, notamment pour présider à la sécrétion des hormones donc, sexuelles, et puis la prolactine qui va agir sur les glandes mammaires pour sécréter, pour la sécrétion donc, du lait. Donc un certain nombre d'hormones qui sont libérées dans la circulation sanguine avec des fonctions physiologiques qui sont bien définies. Et puis l'autre partie de cette hypophyse, c'est donc la neurohypophyse, dans la particularité de recevoir des terminaisons nerveuses en provenance de l'hypothalamus, terminaisons nerveuses qui vont libérer, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la vasopressine et l'ocytocine. Alors, durant les années 1930-1940, il avait été quand même remarqué qu'il existait une circulation sanguine qui était différente de celle qui se trouve dans la neurohypophyse, qui était une circulation sanguine qui se trouvait finalement à l'interface entre l'hypothalamus et l'adénohypophyse et qui donc pouvait a priori servir de lieu où pouvaient être déversées d'autres neurohormones, donc d'autres hormones susceptibles d'être fabriquées au niveau de l'hypothalamus, de manière à agir sur les cellules de l'adénohypophyse, au même titre, donc neurohormones qui seraient donc fabriquées par des neurones dits neurosécrétoires, au même titre que les neurones à vasopressine et ocytocine. Donc, autres neurones neurosécrétoires, point d'interrogation. Est-ce que ces substances existaient vraiment? Et là, ça a donné lieu à vraiment une course effrénée pour essayer d'identifier ces substances.
que l'on pensait avoir un effet, on pensait être importante pour contrôler finalement les sécrétions de la neurohypophyse. Ces substances, on les a appelées des libérines avant même de les avoir identifiées, et ça a donné lieu, cette recherche qui a débuté dans les années 50 par là, a donné lieu à ce qu'on a appelé par la suite la course au Nobel, vous voyez, qui a donné lieu d'ailleurs à un livre, le Nobel Duel, la course au Nobel, qui a été engagé par deux chercheurs, Roger Guillemin et Andrew Chally, aux États-Unis. Et ces chercheurs-là donc, ont employé des stratégies quasi militaires pour essayer d'identifier ces structures en recueillant dans les abattoirs des milliers d'hypothalamus, de moutons ou de porcs et en faisant des extraits hypothalamiques et en essayant d'identifier à partir de ces extraits des substances qui pourraient avoir un effet biologique sur un certain nombre de sécrétions de l'adénohypophyse. C'était un travail de longue haleine et puis il a fallu attendre l'apport d'une autre personne qui était vraiment spécialisée dans la mise au point de techniques de dosage, Rosaline Yallo, qui en fait a réussi à mettre au point des dosages extrêmement sensibles pour mesurer des quantités d'hormones extrêmement faibles dans la circulation sanguine. Et grâce à l'apport donc de Rosaline Yallo, ils ont eu conjointement le prix Nobel en 1977 pour avoir identifié notamment trois libérines, la TRH qui va agir sur les neurones les cellules qui synthétisent la TSH qui elle-même donc agit sur la thyroïde, les gonadolibérines qui agissent sur les cellules de l'adénohypophyse qui fabriquent les hormones LH, FSH à destination des organes sexuels, et la somatostatine qui agit sur l'hormone de croissance, la GH, qui est fabriquée par l'adénohypophyse. Par la suite a été donc également identifiée la corticolibérine qui agit sur la CTH. Donc vous voyez, ces hormones, ces libérines sont fabriquées donc comme les neurones, comme l'ocytocine et la vasopressine dont je vous parlais tout à l'heure, par des cellules de l'hypothalamus, qui sont des cellules, donc des neurones qui sont des neurones dits neurosécrétoires, qui vont donc fabriquer ces substances, ces hormones, qui vont les libérer dans un plexus sanguin ici, qui est à l'interface entre le cerveau et l'hypophyse, dans une région qu'on appelle l'éminence médiane, pour agir ensuite sur l'adénohypophyse. Alors, je vais partir d'un exemple pour essayer de vous montrer comment on peut aborder ces interactions entre cerveau et hormones. Et l'exemple que je vais prendre, on vous en a déjà parlé dans au moins 2 conférences au cours de ce cycle de la semaine du cerveau, et notamment hier, c'est l'axe du stress. Vous savez que le stress, c'est un état donc, qui va induire la sécrétion d'une hormone particulière dans l'adénohypophyse, qui est l'ACTH, qui elle-même va donc avoir un effet sur nos glandes surrénales, qui sont ici, nos glandes qui se trouvent au-dessus des reins, et qui sont des glandes qui vont donc synthétiser les hormones du stress. Et parmi ces hormones, le cortisol en particulier, mais aussi, vous le savez, l'adrénaline et la noradrénaline. Mais le cortisol en particulier, c'est lui qui va nous intéresser. C'est lui qui, en étant libéré par ces glandes surrénales, va permettre la mobilisation des ressources énergétiques au moment de la réaction au stress. Donc, vous savez que le stress, c'est donc, vous voyez, le capitaine Haddock dans Tintin est un personnage qui est très sujet au stress du fait de l'agression, vous voyez, du professeur Tournesol. Alors, ce que je vais donc vous montrer ici, c'est que ce stress, en fait, ça fait partie d'un syndrome général d'adaptation qui a été défini, et c'est un concept qui a été mis au point par Hans Selye, qui était un chercheur canadien, qui a donc défini ce concept général, ce syndrome général d'adaptation. Le stress, vous savez, c'est une perturbation finalement de toutes nos fonctions biologiques, et puis il a bien défini que dans la réaction au stress, il y avait une phase d'alarme au cours de laquelle les forces de défense devaient être mobilisées, et ça, c'était mis en jeu par deux hormones des glandes surrénales qui sont l'adrénaline et la noradrénaline, c'est-à-dire qu'il faut très rapidement mobiliser ces défenses pour pouvoir réagir à une agression ou autre. Et puis, vous avez en deuxième lieu une phase de résistance qui est plus tardive, qui, elle, fait intervenir ce fameux cortisol dont je vous ai parlé et qui donc est une hormone surrénalienne
dont la sécrétion est contrôlée par l'axe neuro-endocrinien, hypothalamus, ACTH hypophysaire et cortisol par les glandes surrénales. Et ce syndrome général d'adaptation, cette réaction au stress, c'est une réaction, en fait, c'est ça sa particularité, c'est que c'est une réaction qui est non spécifique de l'organisme et qui va apparaître quel que soit le type d'agression. Que ce soit une menace, que ce soit un choc physique, que ce soit un agent infectieux, toute perturbation de l'équilibre biologique. Ah, je suis allé dans le mauvais sens, excusez-moi. Alors, cette réaction au stress, c'est cette production d'adrénaline, mais surtout après de cortisol. Évidemment, à un moment donné, il va falloir que les compteurs soient remis à zéro, en quelque sorte. Il va falloir que cette sécrétion s'arrête. Sinon, on va rentrer dans la phase d'épuisement qui va être atteinte si l'agent stressant donc, est suffisamment puissant et agit longtemps. Vous connaissez donc les questions de stress chronique qui sont dues justement à ce défaut d'arrêt de la réaction au stress. Et alors, cette réaction au stress, justement, elle va s'arrêter par un effet qui est bien connu, qui est le rétrocontrôle, le feedback des anglo-saxons, c'est-à-dire que lorsque les quantités de cortisol sont suffisamment élevées dans le sang, il va y avoir un signal qui va arriver en retour au système nerveux, mais également d'ailleurs à l'hypophyse, pour réduire la sécrétion de cortisol en agissant donc sur l'ACTH, donc en diminuant la sécrétion d'ACTH, de l'hormone corticotrope, qui est responsable de cette sécrétion de cortisol. Donc on a un système en retour, dont vous a parlé hier d'ailleurs, pour ceux qui l'ont écouté, Brahim Tigilet, système en retour qui permet finalement d'arrêter la réaction. Donc déjà, vous voyez que là, cette hormone, le cortisol, est capable ensuite de retourner vers le système nerveux. Et ça, c'est un mécanisme qui est général, puisque cette régulation par rétrocontrôle des sécrétions endocrines, c'est un mécanisme universel, ce qu'on appelle le feedback, c'est-à-dire que toutes les hormones qui sont produites par nos glandes endocrines sont capables de retourner finalement vers le cerveau pour dire stop, il faut arrêter maintenant la sécrétion, hein, ça suffit comme ça. Donc, c'est ce mécanisme de rétrocontrôle qui nous indique que ces hormones vont agir sur le cerveau. Et ça me permet d'aborder la deuxième partie de ce que je voulais vous présenter, à savoir le fait que notre cerveau est à l'écoute de nos hormones, donc de dialogue corps-cerveau. Parce que là, on va s'apercevoir, et on sait maintenant très bien, et ça, c'est un volet extrêmement dynamique et important de la neuroendocrinologie, à savoir les interactions hormones-cerveau, donc dans le sens corps-cerveau. Puisqu'on sait que ces interactions sont fondamentales pour les comportements en général, pour nos fonctions cognitives, humeur, anxiété, pour nos régulations physiologiques, pour tous nos apprentissages, la mémorisation, et on le sait, on le verra à la fin, pour ce qui est attachement, lien social. Donc ce dialogue corps-cerveau, finalement, il allait à l'encontre de la théorie de Descartes, qui était la théorie de la dualité corps-cerveau, et qui considérait que le corps et le cerveau étaient deux entités vraiment indépendantes, qui n'avaient pas lieu d'interagir ensemble. Maintenant, on sait bien entendu et qu'il y a un dialogue permanent dans les deux sens entre le corps et le cerveau. Alors, un premier exemple, je vous montrerai juste cette diapositive pour vous rappeler que dans le comportement alimentaire dont on vous a parlé déjà au tout début de la semaine du cerveau, eh bien, les hormones, précisément, sont des hormones qui vont intervenir, notamment la leptine, la gréline dont on vous a parlé, qui vont intervenir en allant agir sur certains centres de l'hypothalamus pour régler finalement la prise alimentaire, en plus d'autres signaux que vous avez là, qui sont des signaux énergétiques comme le glucose, ou également des signaux sensoriels, psychoaffectifs et végétatifs. Donc ça vous montre que ces hormones vont agir sur le cerveau et leur action est primordiale pour réguler un comportement qui évidemment est primordial pour la vie, qui est le comportement alimentaire. Et ce sur quoi je voudrais vraiment insister là maintenant dans cette partie de mon exposé, c'est le fait que ces hormones vont finalement avoir ces régulations, vont induire ces régulations et avoir des effets sur toutes ces fonctions biologiques en induisant des mécanismes de plasticité cérébrale.
Ça, la plasticité cérébrale, c'est quelque chose, c'est une notion qui évidemment a émergé récemment et qui est extrêmement maintenant étudiée et connue. Vous savez que notre cerveau, on a l'habitude de dire que c'est un chantier permanent. Il est extrêmement sensible à notre environnement. Tout ce qui touche notre environnement est susceptible de modifier finalement les connexions ou nos réseaux neuronaux dans notre cerveau, quelque chose qui apparaissait vraiment tout à fait impossible auparavant, puisqu'on pensait que le cerveau était quelque chose d'immuable et qui ne pouvait pas être modifié par tout ce qui pouvait l'atteindre, notamment par l'environnement. Alors, on sait que cette plasticité, par contre, elle est évidemment extrêmement importante au moment du développement, c'est-à-dire au moment de la construction du cerveau, mais on sait aussi qu'elle est fondamentale pour tout ce qui est apprentissage, mémorisation, pour tout ce qui est régulation physiologique. Je vous ai parlé tout à l'heure du comportement alimentaire. On sait que l'effet des hormones sur le comportement alimentaire induisent des mécanismes de plasticité. Et puis, on sait que cette plasticité, bien sûr, elle est mise en jeu en cas d'atteinte du système nerveux. Donc, ces mécanismes de plasticité dont je vais vous parler. Alors, avant de vous montrer quelques exemples de ces mécanismes qui sont finalement mis en place par un certain nombre de nos hormones, tout d'abord, pas une parenthèse, mais donc une précision concernant nos neurones. Vous voyez que le neurone se caractérise par un corps cellulaire que vous avez ici, mais ensuite par des prolongements dendritiques, qui sont donc les portions de neurones qui vont recevoir une masse de synapses qui vont être des lieux d'interface avec d'autres neurones, et puis un axone qui va se détacher de ce neurone, qui va donc transporter l'information vers d'autres neurones. Et ce sur quoi je voudrais insister ici, c'est que ces dendrites que vous voyez ici, dans un certain nombre de régions, et notamment dans le cortex cérébral, ils sont pourvus de petites formations qu'on appelle des épines dendritiques, qui sont des petits bourgeonnements, que vous voyez ici en vert, qui sont comme des protrusions qui émanent de ces dendrites, et qui sont des sites privilégiés pour la formation de synapses. Vous avez ici un schéma, un dessin, qui vous montre ces exemples de ces petites épines dendritiques qui reçoivent ici une terminaison nerveuse venant d'un autre neurone, et vous voyez que la synapse s'effectue principalement sur ces petites épines dendritiques, au moins dans le cortex cérébral. Donc ces épines, finalement, vont être un lieu privilégié de mise en place de la plasticité, puisque on sait en particulier que là, vous avez un enregistrement en vidéomicroscopie de dendrites qui portent donc ces petits bourgeonnements, ces petites épines synaptiques, dont les mouvements sont enregistrés sur plusieurs jours. Vous voyez, on va jusqu'au 16e jour, et on s'aperçoit, lorsqu'on fait des enregistrements en vidéomicroscopie, que ces petites épines, eh bien, elles peuvent disparaître comme elles peuvent apparaître. Alors, vous avez ici en rouge des exemples d'épines qui vont apparaître au cours du temps, et puis en bleu, vous avez des exemples d'épines qui vont disparaître au cours du temps. Donc finalement, on a sans cesse un renouvellement de ces épines dendritiques dans les conditions normales, c'est-à-dire que lorsque nous faisons des tâches d'apprentissage, de mémorisation, lorsque nous planifions des événements, eh bien, notre cortex cérébral se retrouve dans une situation de plasticité où il y a un renouvellement permanent de ces petites épines dendritiques. Je vous ai dit tout à l'heure que les épines dendritiques étaient des lieux privilégiés de formation des synapses. Donc, cela implique que si on a des modifications de ces épines dendritiques, cela implique que l'on va avoir finalement des modifications de ces synapses, donc une plasticité de ces synapses. Et c'est précisément ici ce qui se passe dans une région de notre système nerveux qui s'appelle l'hippocampe, qui est la région donc, qui est vraiment indispensable pour les phénomènes de mémoire et d'apprentissage. Et vous voyez que là, je vous montre un exemple où finalement une hormone, même deux hormones, qui sont l'œstradiol et la progestérone, qui sont donc synthétisées, produites par les glandes sexuelles, les ovaires, donc chez la femme. Et ces hormones sont capables, vous voyez qu'il y a un cycle hormonal qui se produit. Alors là, c'est une expérimentation qui a été effectuée chez la rate. Donc chez la rate, le cycle sexuel dure 5 jours. Vous voyez, on a différents stades.
Et vous avez, à la fin du proestrus, on a une montée de la sécrétion d'œstradiol progressive. Et lorsque la sécrétion d'œstradiol est maximale, à ce moment-là se déclenche le phénomène de l'ovulation qui correspond à la période d'œstrus, qui elle-même donc va être concomitante avec l'apparition d'un pic de progestérone qui va ensuite diminuer. Et lorsqu'on regarde ce qui se passe au niveau de l'hippocampe, on s'aperçoit qu'au cours du cycle sexuel, vous voyez, là, vous avez une représentation donc d'un dendrite avec ses épines dendritiques. Lorsqu'on est en situation de diœstrus, c'est-à-dire lorsqu'on n'a pas de production massive encore d'œstradiol, donc on a un certain nombre, une certaine densité d'épines dendritiques. Et lorsqu'on est en situation de proœstrus, donc lorsque les quantités d'œstradiol augmentent considérablement, vous voyez l'apparition de ces épines dendritiques qui augmentent terriblement. Et lorsqu'on est ensuite en situation d'œstrus, on a un effet donc de la progestérone qui va faire diminuer ces épines dendritiques. Donc vous voyez, on a une plasticité qui finalement est régulée par ces hormones sexuelles, plasticité qui va donc agir sur la formation ou la disparition de ces épines dendritiques et donc la formation et la disparition de synapses. Alors, un autre exemple ici, sur lequel je vais m'attarder, ce sont les glucocorticoïdes. Alors, les glucocorticoïdes, c'est donc cette catégorie d'hormones qui est synthétisée par les glandes surrénales, dont le principal représentant dans l'espèce humaine est le cortisol. C'est une hormone qui, comme toutes les hormones pratiquement de notre organisme, est une hormone qui est cyclique, c'est-à-dire qu'elle est synthétisée de manière rythmique tout au long de la journée. Et lorsqu'on fait la mesure de ces glucocorticoïdes, en particulier du cortisol sanguin dans le sang, on s'aperçoit donc qu'il y a des pics et des creux, c'est-à-dire qu'au cours de la journée, vous voyez, on a des fluctuations des concentrations de ce cortisol. Alors, chez l'espèce humaine, ces pics de cortisol interviennent au moment du réveil, c'est-à-dire le matin, puisque les glucocorticoïdes sont des hormones qui sont, on va dire, dynamogènes, c'est-à-dire qu'elles vont stimuler le métabolisme énergétique, donc elles vont être dans notre circulation sanguine, elles vont être en quantité maximale au moment du réveil, c'est-à-dire au moment où nous devons affronter les contraintes de la journée. Ensuite, elles vont diminuer donc pendant la nuit pour remonter ensuite. Elles vont diminuer le soir pour remonter ensuite pendant la nuit. Donc, on a une situation naturelle de fluctuation donc, de ces glucocorticoïdes sanguins. Et alors, on a des auteurs ici qui ont publié un travail extrêmement fastidieux et important qui est paru, vous voyez, dans Nature Neuroscience, qui montre que les fluctuations journalières de ces glucocorticoïdes circulants facilitent les apprentissages par la formation et la stabilisation de nouvelles synapses. Alors, c'est un travail extrêmement fastidieux qui a été réalisé à l'aide de tests d'apprentissage, mais aussi à l'aide d'imagerie extrêmement poussée pour essayer de voir ce renouvellement de synapses. Et ensuite, ces auteurs, notamment Janto, qui a fait partie donc, de cette étude, a publié ici finalement un petit résumé des conclusions qui en ont été tirées dans le synapse frontal et qui montre bien que vous voyez, lorsqu'on est en situation fluctuante normale de cortisol sanguin, on a donc au niveau donc, du cortex frontal régulièrement des apparitions de synapses, ce sont les petits points jaunes que vous avez ici sur ce diagramme, et simultanément la disparition d'autres synapses, c'est-à-dire qu'on a une formation et une élimination de synapses, et ça, c'est très favorable aux apprentissages et à la mémorisation, sachant que ça, ils l'ont bien démontré par la suite, que les apprentissages, si vous voulez, sont facilités par les pics de glucocorticoïdes sanguins, alors que les creux que l'on trouve ici donc au cours de la journée vont permettre la stabilisation de ces apprentissages par la stabilisation des synapses. Par contre, lorsqu'on est dans une situation expérimentale, donc chez le rat, où on supprime ces fluctuations périodiques de cortisol sanguin, on s'aperçoit qu'il n'y a plus de plasticité, c'est-à-dire ni formation ni élimination de synapses. Par contre, si on est dans une situation où on a des taux de cortisol qui sont constamment élevés, et ça c'est la situation de stress chronique, eh bien on s'aperçoit que dans cette situation-là, on a essentiellement une élimination des synapses
sans formation de nouvelles synapses, c'est-à-dire une situation qui n'est absolument pas favorable aux apprentissages et à la mémorisation. Donc, vous voyez que les glucocorticoïdes ont finalement une action majeure sur nos mécanismes d'apprentissage et de mémorisation via une action sur les mécanismes de plasticité et donc de formation et d'élimination de synapses. Et il faut qu'on ait cette expression rythmique du cortisol sanguin pour que l'on ait ces mécanismes. Les pics de cortisol et donc, vont permettre les mécanismes d'apprentissage. Et ensuite, les creux, ça va correspondre à une période où il va y avoir stabilisation de ces apprentissages par stabilisation finalement de ces épines dendritiques. Alors, dans ces mécanismes de plasticité qui sont donc nécessaires aux apprentissages, il n'y a pas que les neurones qui interviennent, bien entendu, il y a les astrocytes, qui sont donc ces fameuses cellules gliales dont on vous a parlé abondamment durant la première semaine de cette semaine du cerveau, puisque les cellules autres que neuronales étaient le thème central de la semaine du cerveau à Marseille. Et les astrocytes, donc vous avez eu une conférence extrêmement intéressante et claire de Myriam Kerr au début de ce cycle, qui vous expliquait que les astrocytes, c'était donc des cellules étoilées du système nerveux qui font partie donc des cellules gliales, qui ont la particularité d'une part d'avoir des contacts avec les vaisseaux sanguins et d'autre part d'avoir des contacts avec pratiquement plusieurs neurones simultanément. Vous voyez, et là, ce que vous avez ici, c'est une image de microscopie électronique qui vous montre une terminaison nerveuse ici que je vous entoure avec des petites vésicules claires qui sont les vésicules qui contiennent le neuromédiateur. Ici, en plus foncé, c'est la synapse, c'est-à-dire c'est la zone de jonction entre cette terminaison nerveuse et ici le dendrite d'un neurone qui est coupé donc en travers. Et ce qui est autour est colorisé ici en jaune, c'est un prolongement d'astrocyte, donc d'une cellule gliale qui n'est donc pas une cellule nerveuse, qui va donc, si vous voulez, finalement entourer, dans ce cas-là, l'espace qui est laissé libre par la synapse. Et ça, c'est ce qu'on appelle une synapse tripartite, qui fait donc intervenir la terminaison, le dendrite et un prolongement glial. Et on sait très bien maintenant que les astrocytes, que l'on pensait être à l'origine essentiellement des cellules nourricières et épuratrices finalement du système nerveux, sont en fait des cellules qui participent de manière extrêmement active à la transmission du message nerveux, mais aussi, et ça je vais vous le montrer par des exemples, à l'expression de la plasticité de ces synapses. Et je vais vous le montrer par un exemple que je prends dans les recherches que nous avions menées il y a quelques années donc, au laboratoire, dans l'équipe de chronobiologie, et qui était relative à la plasticité gliale d'un noyau qui constitue la composante centrale de notre horloge dite circadienne, qui donc préside à la formation de nos rythmes biologiques. Cette petite structure, c'est le noyau suprachiasmatique qui se trouve également dans l'hypothalamus. Et vous voyez, lorsqu'on fait des marquages, c'est-à-dire que l'on marque précisément soit les neurones qui sont marqués ici en rouge, qui sont des neurones pour la petite histoire à vasopressine ou à ocytocine, peu importe, et que l'on marque en vert ici les neurones qui sont les astrocytes. Alors le marquage des astrocytes, il est fait par identification d'une protéine qui leur est spécifique, qui est la protéine acide gliofibrulaire, la GFAP, en anglais, qui est une protéine qui est spécifique des filaments de ces astrocytes qui permet justement les mouvements de rétraction et d'élongation de ces astrocytes. Et vous voyez que lorsqu'on compare une situation chez un rat, une situation de jour et une situation de nuit, on s'aperçoit que la densité de ces astrocytes est complètement différente. C'est-à-dire que l'on passe dans la journée à des astrocytes qui sont relativement épars dans ce noyau suprachiasmatique, à des astrocytes qui sont en beaucoup plus grande densité pendant la nuit. Donc, il se passe quelque chose entre le jour et la nuit, c'est-à-dire qu'on a des mouvements de ces astrocytes. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant qu'on a de la plasticité, hein? Alors, on est allé vérifier cela en microscopie électronique, en faisant une analyse de l'étude des interactions de l'environnement cellulaire des neurones. Alors là, ce sont des images qui ont été colorisées, hein, parce que vous savez que la microscopie électronique, malheureusement, ne donne pas de couleur. Hein. Je les ai colorisées pour bien vous montrer ce que sont les neurones. Ici, c'est un neurone en violet et un dendrite.
Ici en vert, c'est une terminaison nerveuse. Et puis vous avez ici en jaune, donc des prolongements gliaux, donc des astrocytes. Et on a fait une analyse en microscopie électronique qui nous a montré effectivement qu'on avait, entre le jour et la nuit, des modifications de l'environnement de ce qu'on a appelé la couverture gliale des neurones de ce noyau suprachiasmatique. Vous voyez ici, lorsqu'on est en situation de jour, on a, je vous ai symbolisé ici, un neurone qui reçoit des terminaisons synaptiques ici, dont on sait qu'elles viennent d'ailleurs de la rétine, et ce sont ces terminaisons qui permettent justement de synchroniser nos rythmes biologiques sur l'alternance de jour-nuit. Et puis, je vous ai symbolisé en vert les prolongements des astrocytes. Et vous voyez que lorsqu'on passe du jour à la nuit, ces prolongements astrocytaires vont vraiment s'étendre, ils vont prendre en quelque sorte la place de terminaisons nerveuses, ils vont en quelque sorte chasser ces terminaisons nerveuses, enfin bon, je ne sais pas si c'est le bon terme, en tout cas, il y a augmentation de l'environnement glial de ces neurones la nuit avec diminution de l'innervation. Donc, extinction nocturne des prolongements astrocytaires associée à une réduction de l'innervation synaptique des terminaisons, des neurones. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant que c'est uniquement un effet mécanique? Bien, probablement que non, parce que l'on sait maintenant que ces astrocytes participent à la synaptogénèse et donc vraisemblablement ont également un rôle à jouer qui n'est pas uniquement mécanique dans l'expression de cette plasticité. Excusez-moi, je suis revenu en arrière. Voilà. Ensuite, on s'est intéressé à la question de savoir si ces mécanismes de plasticité, comme c'était le cas dans l'hippocampe, que je vous ai montré tout à l'heure, pouvaient être régulés par nos glandes surrénales et par des glucocorticoïdes, le cortisol en particulier, qui est synthétisé par ces glandes surrénales. Et vous voyez là, on a étudié le rythme journalier de l'expression de la GFAP, c'est-à-dire donc de cette protéine spécifique des astrocytes, chez des rats qui sont soit des rats normaux, donc témoins, c'est ce que vous avez ici en bleu, ou bien des rats chez lesquels on a fait une ablation des glandes surrénales, c'est-à-dire une adrénalectomie, c'est des rats ADX. Et on s'aperçoit que chez les rats qui n'ont plus donc de sécrétion de glucocorticoïdes, eh bien on s'aperçoit qu'il y a toujours un rythme d'expression de cette fameuse protéine astrocytaire, la GFAP, mais que ce rythme est diminué, c'est-à-dire que l'amplitude de ce rythme est considérablement diminuée. Donc les glucocorticoïdes, effectivement, ont vraisemblablement un effet donc, sur l'expression de ces GFAP. Et finalement, bon, on s'aperçoit que, ici vous avez un schéma un peu récapitulatif qui vous montre que les fluctuations journalières des glucocorticoïdes, c'est un petit peu, en tout cas, la conception que nous avons des choses, vont agir sur cette expression, cette plasticité synaptique, ici, entre le jour et la nuit, dans le noyau suprachiasmatique. Alors, ce que l'on pense, c'est que les glucocorticoïdes vont être actifs, vont agir sur la synchronisation par la lumière de ce noyau suprachiasmatique. Il va y avoir une implication de ces glucocorticoïdes dans l'ajustement de l'horloge circadienne sur le cycle jour-nuit. Et ça rejoint également des données qui ont été obtenues à nouveau avec l'oestradiol dans une autre région de l'hypothalamus qui s'appelle le noyau arqué. Au moment, vous voyez, ça c'est Garcia, Segura et collaborateurs qui ont démontré cela. C'est un petit peu le même phénomène, c'est-à-dire que lorsque chez une rate qui est en situation d'ovulation, c'est-à-dire en situation où on a une augmentation des hormones, de l'hormone oestradiol, à ce moment-là, vous avez un mécanisme de plasticité qui fait qu'on a une augmentation de l'innervation synaptique des neurones de ce noyau arqué et simultanément une diminution de la couverture gliale de ces neurones. C'est-à-dire qu'on a une augmentation de la couverture gliale des neurones associée à une rétractation des terminaisons synaptiques, c'est-à-dire une déconnexion sous l'effet de l'œstradiol. Et cette déconnexion, on sait qu'elle va permettre justement de lever les systèmes d'inhibition qui vont permettre ensuite l'ovulation. Donc voilà, donc les hormones ont un effet sur notre système nerveux. Donc on a contrôle de la sécrétion d'hormones par notre système nerveux. En retour, effet des hormones sur notre système nerveux et sur un certain nombre
de phénomènes indispensables finalement à la survie. Mais également, et ça sera la troisième partie que je vais aborder, on sait maintenant que notre cerveau est capable de produire des hormones également pour son propre usage. C'est-à-dire que l'on sait très bien que les neurones, comme les cellules gliales d'ailleurs, peuvent produire des hormones stéroïdes et notamment de l'estradiol, de la testostérone et de la progestérone. C'est ce qu'on va appeler donc des neurostéroïdes. Et on sait que c'est en particulier que ces neurostéroïdes ont des effets qui sont des effets neuroprotecteurs dans notre cerveau. Vous avez ici une image qui est tirée d'un travail qui a été réalisé en 2018 d'un marquage de neurones qui synthétise de l'estradiol parce que l'on a, on a détecté l'enzyme qui va permettre la conversion de la testostérone en estradiol, qui est l'aromatase. Alors, en utilisant des anticorps contre cette aromatase, on s'aperçoit que l'on peut détecter des neurones dans l'hippocampe qui produisent donc de l'estradiol. Et le fait que ces hormones, et en particulier l'estradiol, ont des effets neuroprotecteurs, on connaît des situations, notamment, on sait que l'estradiol et la progestérone, mais également la testostérone, ont des effets protecteurs en cas de lésion, vous savez, du système nerveux. Lorsqu'il y a une situation d'axotomie où un axone est coupé, on sait que ces hormones vont avoir un effet extrêmement positif sur la régénération axonale. Et puis, dans des cas notamment dans des cas d'ischémie dans le système nerveux, on sait que ce sont des substances qui peuvent aider à diminuer, disons, les effets extrêmement nocifs des accidents vasculaires cérébraux. Voilà, on a tous ces. Vous savez également, d'ailleurs, alors là, c'est une observation, je dirais, naturelle. On sait par exemple que les femmes sont moins sujettes moins sujettes que les hommes aux accidents vasculaires cérébraux jusqu'à la ménopause. C'est-à-dire qu'au moment de la ménopause, on a une chute de l'estradiol. À ce moment-là, la probabilité pour une femme de faire un accident vasculaire cérébral est la même que chez un homme. Donc, vous voyez, donc c'est encore quelque chose qui illustre peut-être l'action de l'estradiol en tant qu'hormone neuroprotectrice. Alors, je vous ai parlé de la vasopressine et de l'ocytocine. Et je vous ai donc expliqué que l'ocytocine, qui était fabriquée dans le système nerveux, était transportée jusqu'à des terminaisons qui avaient des connexions vasculaires dans la neurohypophyse où elle était libérée. Donc, on parle ici de l'ocytocine. Et lorsque vous regardez une image de microscopie électronique que vous avez ici, vous apercevez que dans ce gros dendrite qui est coupé ici en long, qui est un dendrite à ocytocine, on voit des granulations, ce sont les points rouges que vous avez, les flèches rouges que vous avez là, des granulations qui sont en fait les lieux de stockage de cette hormone ocytocine. Et si vous regardez bien, on s'aperçoit que certaines granulations, celles qui sont pointées en rouge en fait ici, sont situées vraiment sur la membrane des dendrites. C'est-à-dire qu'on a une image cytologique qui vous montre que probablement cette ocytocine peut être libérée, non plus cette fois ni au niveau d'une synapse, ni au niveau vasculaire, mais directement dans l'espace intercellulaire, donc à la manière d'une neurohormone, c'est-à-dire, vous voyez, c'est ce qui est synthétisé ici. Donc, vous avez ce neurone à ocytocine qui va libérer de l'ocytocine dans la circulation sanguine de la neurohypophyse, mais également qui va libérer de l'ocytocine par leur dendrite, ici. Donc, il va y avoir une libération locale de cette ocytocine, une libération qui est finalement une libération que l'on peut qualifier de type hormonal, puisqu'elle va avoir des effets qui vont être diffus. Et ça, c'est extrêmement important de le savoir, parce que ce que l'on a démontré également, ça c'est le groupe de Théodosis qui avait démontré ça de manière extrêmement élégante, c'est-à-dire qu'on sait que dans ce noyau de l'hypothalamus, qui s'appelle le noyau paraventriculaire ou supraoptique, peu importe, on a donc ces gros neurones sécrétoires qui fabriquent l'ocytocine, et on s'aperçoit qu'en fait, on a, au cours de soit en période d'accouchement, au moment de l'accouchement, on a des phénomènes de plasticité qui font que ces gros neurones sécrétoires, vous voyez, se coller les uns aux autres, par d'ailleurs une rétractation de la glie qui est symbolisée ici, ils viennent se coller les uns aux autres, ce qui permet d'avoir des bouffées de sécrétion de cette ocytocine. Et ce mécanisme, justement, est initié par la libération locale de l'ocytocine ici,
par les dendrites de ces neurones. C'est-à-dire que c'est un effet qui lui-même est médié par l'ocytocine, mais également, on le sait, ça a été démontré aussi par Théodosis et son équipe, par l'œstradiol. Donc, on a une réorganisation finalement des réseaux neuronaux qui résulte de cette libération locale ici d'ocytocine. Toutefois, on sait que ces neurones, neurosécrétoires sont capables également d'émettre des collatérales d'axones, c'est-à-dire ils ne projettent pas uniquement vers la neurohypophyse, mais ils sont capables également de projeter dans d'autres régions du système nerveux pour aller libérer l'ocytocine dans d'autres régions, et notamment dans le système limbique en particulier. Alors, il y a ces projections, ces collatérales d'axones vers d'autres régions, vers des diverses régions du système nerveux, mais il y a également des neurones à ocytocine qui existent dans différentes régions du système nerveux et qui n'ont rien à voir avec les neurones à ocytocine qui se projettent vers la neurohypophyse. Et on sait que cette ocytocine, vous en avez probablement tous entendu parler, c'est une hormone que l'on sait être impliquée par une libération dans le système nerveux central, donc on n'est plus dans l'hypophyse, être impliquée dans le comportement maternel, c'est-à-dire qu'au moment où la mère a son petit, à ce moment-là, il y a réorganisation d'une série de réseaux neuronaux qui vont induire chez la mère un comportement maternel. C'est à nouveau l'ocytocine libérée dans différentes régions du système nerveux, notamment le système limbique, qui va être responsable de ces réorganisations et de ce comportement maternel. On sait aussi que c'est une hormone qui est impliquée dans l'amour et l'attachement, mais également dans le lien social d'une manière générale. Alors, je ne vous montrerai pas des expériences spectaculaires qui avaient été réalisées pour montrer l'importance de l'ocytocine dans le lien social et dans les phénomènes d'attachement qui ont été réalisés sur ces petits animaux de laboratoire qui sont devenus des stars, les campagnols de prairie et les campagnols de montagne. Sylvie Thirion vous en a parlé d'ailleurs lors de son exposé il y a 2 ou 3 jours. Donc, je vous laisse ça pour la discussion si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus. Mais ce sur quoi je voudrais insister avec ici cette diapositive, c'est le fait que les terminaisons nerveuses, vous avez ici une terminaison nerveuse qui va donc synthétiser de l'ocytocine, qui est donc une neurohormone, qui est un peptide. Alors, un peptide, c'est une petite protéine. Mais on sait maintenant que toutes les terminaisons nerveuses, pratiquement, sont des terminaisons qui synthétisent également un neurotransmetteur classique, c'est-à-dire un neurotransmetteur type dopamine, sérotonine, par exemple, et que ce neurotransmetteur va agir de manière extrêmement locale dans l'espace d'une synapse, ici, sur des récepteurs. Mais en plus de ce neurotransmetteur classique, il y a donc synthèse de neurohormones, peptides, et c'est le cas des terminaisons ocytocine, qui vont être capables d'être libérées au niveau d'une synapse, peut-être, mais qui ne vont pas nécessairement agir immédiatement sur la cellule adjacente, mais qui vont avoir une action à distance, une action diffuse, ce qui va permettre peut-être la mise en jeu de différents circuits, la réorganisation de circuits neuronaux. Là, vous avez une image de microscopie électronique qui vous illustre cela. Vous voyez très bien dans cette terminaison nerveuse ici qui fait une synapse, vous avez des petites vésicules claires qui contiennent le neurotransmetteur classique, et puis vous avez des vésicules dites à cœur dense, qui sont des granulations, qui, elles, on le sait maintenant, comprennent plutôt un peptide. Et en l'occurrence, ici, ce n'est pas identifié sur cette image, mais ça pourrait être l'ocytocine. Et ça, c'est une caractéristique, c'est une organisation générale maintenant dans le système nerveux. On sait que les terminaisons nerveuses colocalisent et colibèrent un neurotransmetteur classique et un neuropeptide, petite protéine, qui peut être libéré à la manière d'une neurohormone, c'est-à-dire de manière diffuse, et donc agir à distance sur des récepteurs situés à distance. Et pour terminer, je voudrais aussi insister sur le fait que ces neurohormones peuvent agir sur des neurones, c'est le cas donc de l'ocytocine, mais également sur les astrocytes. C'est-à-dire que les astrocytes possèdent des récepteurs pour ces neurohormones. Il y a d'ailleurs, et ils vont donc pouvoir participer, collaborer au traitement de l'information émotionnelle véhiculée par l'ocytocine. Il y a un travail extrêmement récent là, que je vous ai
j'ai tenu à citer ici, qui est paru dans Nature Neuroscience, et qui démontre que dans l'amygdale, qui est une région du système nerveux qui est impliquée dans les émotions, et en particulier donc dans le traitement de l'anxiété, eh bien, il y a une sous-population de ces astrocytes qui est sensible à l'ocytocine. Parce que l'ocytocine va agir, cette sous-population lorsque l'ocytocine va agir sur cette sous-population d'astrocytes, il va y avoir donc création d'un message qui va donc donner par la suite une stimulation de ces neurones dans l'hippocampe qui vont finalement agir en produisant une réduction finalement de l'anxiété. Alors il y a tout un travail extrêmement important qui a été publié dans Nature Neuroscience. Je ne vous le préciserai pas ici, je ne vous le détaillerai pas en tout cas. Je vous donne simplement l'information, mais qui est une information extrêmement importante puisqu'elle montre que ces cellules gliales sont sensibles à l'ocytocine. Voilà, et pour terminer, donc, je voulais vous parler de cette discipline de la neuroendocrinologie qui a bien progressé depuis finalement les travaux de Bertha Scharrer dont je vous ai parlé au début, puisque cette discipline, elle consiste maintenant à étudier d'une manière globale les interactions entre l'hypothalamus et l'hypophyse, ce qui était à l'origine la fonction de cette discipline, mais on sait maintenant qu'elle a évolué vers une étude de ce dialogue bidirectionnel qui existe entre les hormones et le cerveau. Et puis également, elle s'intéresse à la capacité de notre cerveau à produire des neurohormones, donc ce que je vous ai montré dans la troisième partie de ma présentation. Et ce que l'on sait aussi, c'est qu'on a une libération diffuse de neuromédiateurs. Je vous en ai parlé pour les peptides, en vous montrant que la concentration de ces peptides dans des granulations permettait une libération diffuse, en même temps que une libération de neuromédiateurs extrêmement point par point au niveau d'une synapse. Donc, libération diffuse à distance du synapse, donc mode d'action de type hormonal. Et cela, c'est vrai aussi pour des neurotransmetteurs classiques, et ça a bien été démontré dans le laboratoire dans lequel j'ai fait mon stage postdoctoral, comme vous l'a indiqué Sylvie Thirion tout à l'heure, le laboratoire de Laurent Descaries, qui a montré que la sérotonine, notamment, qui est un neuromédiateur classique, était capable d'être libéré en dehors de toute synapse, donc à la manière d'une hormone. Ce qui a fait dire ensuite, par la suite, que nous pouvions avoir un cerveau flou, qui serait celui qui serait représenté par ces libérations diffuses, qui se superposerait à un cerveau câblé, qui est donc représenté par ce cerveau qui donc utilise des synapses. Et ce qui a fait écrire à Claude Cordon, qui est l'un de nos regrettés grands neuroendocrinologistes, qui a fait écrire dans la préface du livre de Jean-Didier Vincent, Biologie des passions, que ces signaux qui diffusent librement dans l'organisme induisent un degré d'incertitude dans la rigueur extrême des câblages neuronaux. C'est exactement ça. Je tenu à vous citer cette phrase parce qu'elle illustre tout à fait la situation. Voilà, je tenais donc à vous remercier donc pour votre attention et je voudrais donc vous donner rendez-vous déjà pour 2022 pour une nouvelle édition de la Semaine du cerveau, puisque c'était ce soir la dernière conférence. Voilà, merci beaucoup. Et je suis donc prêt, bien entendu, à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Olivier, pour cette belle conférence. Ouais, je te laisse enlever ton partage d'écran et je te laisse respirer 30 secondes peut-être. Voilà. C'est tout bon. Voilà. Oups. C'est tout. Ça y est. Beaucoup de questions, donc si je reprends un petit peu par rapport à la chronologie de ta conférence, tu as débuté avec le stress et donc on a une question sur cette phase d'épuisement que tu as décrite. Est-ce qu'elle pourrait donc être en lien avec les troubles thyroïdiens idiopathiques, que ce soit des hypothyroïdies ou des hyperthyroïdies? Alors, peut-être en lien, puisque
Est-ce que ça peut être en lien avec l'hypothyroïdie, c'est-à-dire la relation entre le stress finalement et les troubles de l'hypophyse? Alors, le lien qui a été fait, il en a été question hier dans la conférence de Brahim, c'est le fait que la dépression, finalement, qui peut être aussi une situation justement de stress exacerbé, hein, une situation de stress chronique, la dépression se caractérise aussi par une augmentation ou une diminution, plus exactement, des hormones thyroïdiennes. Hein. Voilà, donc le lien, je le vois là, c'est-à-dire que lorsqu'on est en situation de libération accrue de cortisol, on a parallèlement une diminution des hormones thyroïdiennes, c'est-à-dire une hypothyroïdie, finalement. Oui, tout à fait. Il y a un écho, je ne sais pas si c'est moi. Ça va, Christophe, le son est bon? Parce que j'ai quelquefois du mal, moi. Il dit oui, le son est bon. Oh, ça va, parfait. Pour rester donc dans ce thème-là du stress, et tu le disais, ben, on a vu hier avec la conférence de Brahim pas mal de détails sur la dépression. Et une question justement, est-ce que un burn-out, ou donc bon, on a vu que c'était très proche de ce qu'on pouvait décrire comme également phase dépressive ou dépression sévère, est-ce que ça se passe au niveau du cerveau ou est-ce que ça peut aussi se passer au niveau des surrénales? C'est-à-dire C'est-à-dire le fait que justement ce cortisol vient, oui. tout ce qu'il engrange ensuite et toutes les conséquences qu'il peut y avoir, est-ce que comment dire, l'origine ou en tout cas un dysfonctionnement des surrénales pourrait entraîner un dérèglement au niveau du cerveau et donc entraîner des troubles type dépressif? Oui, un dérèglement des surrénales peut entraîner effectivement des troubles au niveau du cerveau, mais ce dérèglement des surrénales va lui-même intervenir suite à des dérèglements justement du contrôle par le cerveau de l'activité de l'hormone hypophysaire, la CTH, qui régule elle-même la sécrétion des hormones surrénaliennes. Donc effectivement, alors ce qu'a démontré Brahim hier, c'est qu'on avait dans les dépressions une augmentation du cortisol. Et cette augmentation du cortisol, elle provient d'un dérèglement vraisemblablement central, hein, puisque si ce cortisol augmente, c'est parce qu'on a un dérèglement des systèmes de contrôle de la sécrétion du cortisol. Donc ce sont des phénomènes qui sont effectivement centraux. Alors, ça fait le lien un petit peu entre ce début sur le stress et puis cette fin où tu es venu nous parler d'ocytocine et de tous ces effets, je dirais, bénéfiques pour le coup, et puis importants dans tout ce qui est aussi et comportement et social et état émotionnel. Et la question est, est-ce que l'ocytocine a un effet sur le stress? Peut-elle être anti-stress si je... Oui, alors c'est une hormone qui est réputée pour être anti-stress, précisément. Hein, c'est-à-dire que voilà, ce qui est tout à fait compréhensible avec ce que l'on sait de l'ocytocine sur les mécanismes d'attachement, hein, sur le lien social, c'est une hormone qui précisément va permettre, alors en agissant vraisemblablement sur des cibles centrales, hein, qui sont en partie, je pense, du système limbique, hein, c'est une hormone qui va effectivement réduire finalement le stress, en agissant vraisemblablement peut-être aussi dans le système limbique sur l'hippocampe, puisqu'on sait que l'hippocampe est une région du système nerveux qui elle-même a des connexions avec l'hypothalamus et qui va intervenir dans la régulation de la sécrétion des hormones surrénaliennes, enfin la CTH d'abord et puis les hormones surrénaliennes. Donc oui, l'ocytocine, c'est une hormone qui est une hormone anti-stress, effectivement. Ça, c'est connu. Ok. Il y a eu pas mal de choses aussi sur tout ce qui est hormones sexuelles. Donc, tu as détaillé l'œstradiol, ses effets périphériques, ses effets centraux, voire cette production également donc, au sein du système nerveux central.
Et donc, la question là était au niveau de ces œstrogènes, donc qui varient, hein, tu l'as rappelé au cours du cycle menstruel chez la femme. Est-ce que ça a des impacts sur le remaniement synaptique et sur la plasticité synaptique, ces différentes phases du cycle ovarien? Oui, eh ben, il y a effectivement un effet, notamment au niveau de, je l'ai montré, au niveau de l'hippocampe, hein, c'est-à-dire que lorsqu'on a, au cours du cycle sexuel, donc on a des variations des concentrations d'œstradiol, et on sait que lorsque les concentrations d'œstradiol sont élevées, on a effectivement des réorganisations synaptiques qui s'effectuent au niveau de l'hippocampe, c'est-à-dire que le pic d'œstradiol va induire une production massive d'épines synaptiques au niveau des dendrites, d'épines dendritiques et au niveau des dendrites de l'hippocampe. Il y a donc des remaniements structuraux qui sont associés à la production d'hormones et qui sont associés à la production cyclique d'hormones, donc des remaniements qui vont intervenir, qui vont se défaire, qui vont se refaire, etc. Avec donc des effets sur les connexions synaptiques. Hein, voilà. Alors maintenant, le lien que l'on peut faire avec tout ça, bon, j'ai montré dans le noyau arqué, qui est la région de l'hypothalamus, où se trouvent des neurones qui vont contrôler finalement les hormones hypophysaires FSH, LH, qui elles-mêmes contrôlent les hormones ovariennes. On voit qu'il y a donc une déconnexion synaptique qui s'effectue au moment de l'ovulation sous l'effet des hormones. Donc il y a une plasticité. Et cette plasticité, là, on sait très bien à quoi elle correspond. Eh bien, elle correspond à une déconnexion nécessaire de ces neurones, puisque ce sont des terminaisons qui vont être inhibitrices sur ces neurones du noyau arqué. Il est nécessaire que ces inhibitions soient levées pour que puisse se produire l'ovulation. Voilà, donc, ce mécanisme de plasticité permet cette désinhibition finalement. Ok. Et donc, du coup, tu disais, ça vient et ça repart et ça revient pendant toute la phase ou avant préménopause, quoi. Et ensuite, la question donc, qui est posée, c'est au moment de la ménopause, là où Oui. du coup, il y a un effondrement hormonal. Est-ce que, bon, du coup, c'est ce remaniement synaptique dont tu parles, qui est plutôt donc là en retrait, est-ce que du coup ça vient affecter les fonctions cérébrales, en particulier celles reliées à l'hippocampe, donc les fonctions cognitives en particulier? Le fait qu'il n'y ait plus de sécrétion cyclique d'œstradiol. Alors bon, ça, on ne sait pas trop. Hein. Je ne pense pas qu'on ait travaillé sur malheureusement, on a des animaux expérimentaux. Hein. Je ne pense pas qu'on ait travaillé sur des rats ménopausées. Hein. Donc, c'est un peu compliqué. On peut l'imaginer. Hein. C'est-à-dire que lorsque les taux d'œstradiol diminuent, à ce moment-là, on peut imaginer qu'il y a des effets. Enfin, je dis ça, mais c'est vrai que l'on sait quand même que la ménopause peut être associée, par exemple, à des problèmes de mémorisation. Ça, c'est bien connu. Donc, on peut imaginer que le fait que ces problèmes de mémorisation interviennent au moment de la mésopause, ça puisse être la conséquence d'une absence de plasticité induite par les hormones. Mais bon, on n'a pas la preuve de cela. D'accord. Et en termes, justement, là aussi, quand il y a un dérèglement et une aménorrhée, donc une absence de cycle menstruel, est-ce qu'il y a des connaissances, est-ce qu'il y a des travaux qui ont montré que ça pouvait affecter le remaniement synaptique et les fonctions cérébrales telles que les troubles de mémoire ou autres? Tu connais des choses là-dessus? Ben, écoute, en tout cas, dans l'espèce humaine, je n'ai pas connaissance de travaux. Hein, je n'ai pas connaissance de travaux précis qui puissent apporter une réponse à cette question. Mais on peut l'imaginer, oui, tout à fait. Hein. Alors, je ne sais pas si dans le même, parce que c'est vrai que ce sont des choses difficiles à investiguer chez l'animal et c'est là où on peut aller le plus loin dans nos études. Là, une question portait sur, ben, soit quand on est sous hormonothérapie pour le traitement d'un cancer, par exemple,
ou un changement de sexe, donc là aussi avec des apports d'hormones différentes de celles qui présentent endogènement, est-ce que ça peut affecter ce fonctionnement cérébral? Je suis pas sûre qu'on ait Ah, ben, pas sûr qu'on ait d'études expérimentales là-dessus, hein, ça serait... c'est ça le problème, oui. C'est Mm, ça le problème. Mais je dirais probablement, hein, toujours pareil, hein, on peut l'imaginer. On peut mm. l'imaginer, ça serait logique en tout cas. Ouais. Ok. Alors, il y avait, puisque tu as aussi évoqué ce noyau suprachiasmatique et son importance dans les rythmes biologiques, et une question portée sur est-ce que les horaires décalés viennent influencer ces hormones et viennent perturber peut-être certaines de ces hormones. Bien oui, parce que ça, c'est un problème évidemment majeur qu'elle est confrontée les chronobiologistes, hein. C'est sûr que les horaires décalés, donc ça vont induire finalement une déconnexion, je dirais, entre l'environnement extérieur et puis notre organisme interne. On sait très bien qu'à ce moment-là, lorsqu'on va décaler nos rythmes, nos rythmes biologiques, on va avoir des conséquences sur les rythmes hormonaux, effectivement. Et donc, le problème des horaires décalés, c'est de trouver un moyen de recadrer tout cela, hein, alors, il y a différentes thérapies, hein, il y a la luminothérapie notamment, hein, et puis de manière à éviter les conséquences que peuvent avoir ces modifications de rythme en termes de maladie, parce qu'on sait très bien que les personnes qui sont sujettes à des changements de rythme de ce type sont plus propices à développer des maladies cardiovasculaires, de l'obésité et des cancers, hein, en particulier un certain nombre de cancers. Donc voilà, effectivement, ça provoque des dérégulations hormonales qui peuvent être impliquées dans les risques de développement de cancer que l'on a constatés, hein, chez des personnes qui travaillent en horaire décalé et qui ont été montrées chez des animaux expérimentaux chez lesquels on a induit justement des décalages de rythme. Et on a montré que chez ces animaux-là, il y avait quand même une prédisposition particulière. En tout cas, lorsqu'on induit chez ces animaux des tumeurs, une prédisposition au développement tumoral, en fait. Voilà, donc ça, c'est toute une problématique qui est extrêmement importante, hein, qui est prise en compte, évidemment, un problème de santé publique, hein, qui est vraiment prise en compte. Mais oui, les hormones sont décalées, d'une part, et d'autre part, elles ne sont pas décalées forcément toutes à du même degré, à la même vitesse, hein, voilà. Donc c'est ça qui est compliqué aussi. C'est le problème aussi que l'on a au moment des décalages horaires, hein. C'est-à-dire qu'on va décaler finalement les rythmes, entre autres, de nos hormones. Et puis ensuite, pour qu'on revienne à un état qui va être un état stable, il va falloir que ces rythmes se recalent, mais comme ils ne se décalent pas tous avec la même vitesse, il va falloir attendre que l'ensemble de nos hormones soient recalées pour qu'on ait une situation stable. Ok. Si justement on reste dans un petit peu, il y avait aussi des questions sur les adénomes et en particulier, donc tu as parlé d'hypophyse. Je t'entends. Tu m'entends pas? Ça a coupé, donc je n'ai pas entendu le début de ton propos. D'accord. Donc, par rapport aux adénomes et en Oui. particulier les adénomes hypophysaires, la question est quelquefois, ils sont très petits, hein, on a des adénomes qui peuvent être pas plus grands que 1 ou 2 millimètres. Et comment peut-on expliquer que, par exemple, ils sursynthétisent et surlibèrent des hormones? Et là, la question portait en particulier sur la sécrétion d'hormones de croissance. Oui. Est-ce que tu as quelques éléments de réponse là-dessus? Comment on peut expliquer quoi? Je n'ai pas bien compris la question. Comment en fait un adénome très petit, Oui, hein, la personne oui,
par rapport à la taille que ça représente donc, la perturbation quelquefois majeure que ça peut Ah engendrer. oui. Comment on peut expliquer ce genre de choses? Est-ce qu'il y a une façon de voir comment un adénome comme ça au niveau hypophysaire peut perturber une fonction telle que la croissance avec en effet des effets assez majeurs? Alors, effectivement, un adénome hypophysaire, ça peut être très petit, mais ça ne veut pas dire que la… Vous savez, ce qu'il faut savoir, c'est que les hormones agissent en quantité infime. C'est ça aussi leur caractéristique. Donc, il suffit d'avoir une surproduction de GH, même infime, pour avoir des perturbations majeures dans les fonctions, dans les métabolismes qui sont gérés par l'hormone de croissance. Je crois savoir que tu en sais plus que moi sur la question, d'ailleurs. Oui, mais je crois que tu as très bien répondu. Alors, il y a quelques questions techniques, je vais peut-être les garder un peu pour la fin. C'est au niveau donc, de cette libération donc, synaptique ou extrasynaptique. Ça sera intéressant aussi de pouvoir peut-être préciser. Mais là, il y a des questions sur l'ocytocine. Ça revient donc Oui. sur cette libération d'ocytocine et le lien fort qui existe entre ocytocine et attachement, en particulier dans les premiers moments de la vie, l'attachement mère-enfant. Et c'est une question sur est-ce que lors d'un accouchement sous X, cette libération d'ocytocine pourrait être moindre que la normale. Donc, si je comprends bien la question, c'est-à-dire la maman qui accouche et qui est séparée très précocement de son enfant, est-ce que ça peut avoir un impact sur l'ocytocine? Est-ce que du coup, Alors, un impact. est-ce que du coup, elle va être moins libérée, moins présente? Alors, oui, on peut imaginer qu'elle va être moins libérée par la mère, hein, si vraiment c'est une personne qui sait d'emblée qu'elle ne va pas garder son enfant. Donc, le mécanisme d'ocytocine sur la construction finalement des circuits maternels, on peut imaginer que ça va moins se produire. Mais comment répondre à cette question autrement, je ne vois pas là, parce que… Oui, alors il va y avoir, c'est vrai que cette ocytocine, si je peux compléter un petit peu, ça va être le cercle vertueux, c'est-à-dire que c'est cette libération d'ocytocine qui certes permet le lien mère-enfant et aussi le fait d'être proche et d'avoir ces contacts physiques et ces contacts donc très peau à peau, etc., qui aident à la libération. Donc, comme tu dis, on peut imaginer que ça soit, tout ça soit amoindri. Et donc, que penser lorsque le lien mère-enfant ne se fait pas? Je ne sais pas si tu as un élément de réponse là-dessus. C'est certainement un facteur peut-être biologique, mais il y a certainement aussi Bien d'autres sûr, aspects qui bien interviennent. sûr. Oui, parce qu'on a tendance, nous, à tout ramener à la biologie, hein. Ça, c'est comme lorsqu'on parle de l'implication de l'ocytocine dans les rapports amoureux, évidemment, ou les autres substances, dopamine ou autres, dont tu as parlé. En fait, ça, c'est de la biologie, mais évidemment, on peut imaginer que chez les animaux, voilà, ça peut fonctionner comme ça, mais lorsqu'on a affaire à l'être humain, il y a tellement d'autres facteurs qui entrent en jeu. C'est difficile de tout ramener à la biologie. Ouais, tout à fait. Et donc, pour finir sur l'ocytocine, on nous demande si on peut doser l'ocytocine. Je pense que tu as déjà un peu Oui, répondu. Voilà. Mais, oui, on peut doser l'ocytocine, effectivement. Oui, oui. Moi, euh, je ne sais pas la doser personnellement, mais ça se fait. oui, tout à fait. Toutes Ça les se fait, techniques. non, mais c'est ça, c'est qu'en fait, c'est ce que je disais au début, il y a eu quand même des mises au point techniques considérables au début du siècle. C'est ça, pas au début du siècle, au milieu du siècle dernier. C'est ça qui a amené d'ailleurs le prix Nobel de physiologie et médecine pour Guillemin et ses collaborateurs. C'est qu'on arrive à avoir des techniques maintenant
qui était vraiment nécessaire pour les hormones, parce que comme je le disais tout à l'heure, les hormones sont présentes en très petite quantité. Donc les techniques de dosage doivent être extrêmement fines pour que l'on puisse détecter des quantités infimes en fait, de protéines. Et bon, ces techniques sont au point, on peut doser l'ocytocine. Oui, et dans l'idée justement aussi de cette, pour faire avancer la science, quelquefois les modèles donc il y a un certain nombre de modèles expérimentaux dont on dispose, et puis quelquefois on se sert aussi d'observations cliniques, voire d'interaction, de collaboration avec les médecins ou les chirurgiens. Et là, la question portait sur les tumeurs génitales est-ce qu'elles peuvent du coup servir en tant que, à ce moment-là, en étant prises comme une situation expérimentale pour venir aider à mieux comprendre, et est-ce qu'il existe des collaborations comme ça entre eh bien, des gynécologues, des endocrinologues et des chercheurs? Alors, des collaborations entre des endocrinologues, médecins et des chercheurs sur les tumeurs, oui, sur les tumeurs hypophysaires, tu en sais quelque chose, hein, ça existe bien entendu. Hein, j'imagine que pour les autres types de tumeurs aussi, hein, bien entendu. Donc, effectivement, il peut y avoir des collaborations qui font que lorsque un clinicien va prélever une tumeur euh, euh, quelconque, il peut finalement en faire profiter, entre guillemets, le chercheur qui va l'utiliser comme modèle expérimental pour tester un certain nombre de mécanismes, de choses, quoi, de mécanismes, éventuellement de traitements. Hein, je sais pas. Ça, oui, bien sûr, ces collaborations entre cliniciens et chercheurs, elles sont fondamentales. Hein, c'est pour ça que dans les laboratoires, notamment les laboratoires de l'INSERM, mais pas uniquement, hein, puisque l'INSERM est plus dédié dans la recherche médicale, dans les laboratoires de l'INSERM, on a donc sur l'organigramme des unités de recherche, on a des cliniciens, hein, qui permettent de faire le pont entre la clinique et la recherche fondamentale. D'accord, oui, tout à fait. C'est vrai que c'est majeur, et heureusement ça existe, et c'est bien développé grâce justement à ces domaines et ces structures. Alors, des questions aussi sur du coup le système nerveux entérique. Et donc il y avait une question, il y avait deux questions. Il y a une question sur ces neurohormones. Est-ce qu'elles sont fabriquées dans d'autres endroits que le système nerveux, dans d'autres, pardon, oui, endroits que le système nerveux central, par exemple le système nerveux entérique? Et puis ensuite, une question plus précise sur la sérotonine, mais je te laisse peut-être déjà répondre à cette première. Ben oui, elles sont également formées, sécrétées à la périphérie, notamment par exemple la gréline, hein, la gréline ou la cholécystokinine, qui sont impliquées dans la régulation du comportement alimentaire. La gréline, on sait qu'elle est synthétisée essentiellement par l'estomac. Hein. C'est une hormone qui ensuite va agir sur le système nerveux. La cholécystokinine et également par l'intestin. C'est une hormone qui est fabriquée dans l'intestin, qui va pouvoir agir sur le système nerveux, mais qui est également fabriquée par des neurones du système nerveux. Donc souvent, on trouve une fabrication de différentes hormones à la fois par le système nerveux et par le système digestif. Ça, c'est quelque chose qui est d'ailleurs assez curieux, mais souvent, alors que dans le système nerveux, la cholécystokinine, elle n'a pas d'action a priori sur le comportement alimentaire. C'est plus d'autres types d'actions. Voilà. Par exemple, la cholécystokinine qui agit sur le comportement alimentaire, quand elle est synthétisée à la périphérie, on la trouve présente dans les neurones à dopamine dont la destruction est responsable de la maladie de Parkinson. Bien, on sait qu'il y a que ces neurones à dopamine souvent colocalisent la cholécystokinine. Alors, je ne sais pas si c'est cela ou si c'est d'autres neurones dopaminergiques de l'aire tegmentaire ventrale, je ne sais pas. En tout cas, il y a une colocalisation. Hein, c'était d'ailleurs un des premiers exemples de colocalisation entre un neuropeptide, donc une neurohormone, on va dire, et un neuromédiateur classique. Il y a eu beaucoup de travaux fonctionnels qui ont été réalisés à partir de ces neurones qui colocalisaient ces deux substances. Et
Donc là, c'était en lien certainement aussi avec la conférence de Brahim hier où il parlait, et tu en as parlé un petit peu de la sérotonine et de sa forte, bon, on parle souvent de sérotonine au niveau du cerveau, du système nerveux central, sa dérégulation dans les troubles de l'humeur. Et on a dit également qu'elle était fabriquée et sécrétée de façon importante, même majoritairement Ça, par, qu'elle était sécrétée, oui. également par le système digestif. Et donc, Oui. pourquoi ne pas venir, pour régler ces troubles de l'humeur, stimuler la synthèse de sérotonine dans le tube digestif? Stimuler la synthèse de sérotonine dans le tube digestif. Alors, ça voudrait dire qu'après, la sérotonine devrait passer dans le cerveau. C'est ça. Alors, en fait, ce qui passe dans le cerveau, ce n'est pas la sérotonine, c'est l'acide aminé qui est le précurseur de la sérotonine, c'est-à-dire le tryptophane, un aminoacide essentiel. S'il n'y avait pas d'apport de tryptophane, essentiellement par l'alimentation, puisque c'est un aminoacide essentiel, on n'aurait pas de possibilité de synthèse de sérotonine dans le système nerveux. Donc, ce sont donc deux systèmes qui sont un peu séparés de ce point de vue-là. Voilà. Ok, et donc peut-être quelques questions sur la diffusion justement des neurohormones. Par rapport à leur action diffuse, est-ce qu'elle passe par la matrice extracellulaire et est-ce que dans ce cas il s'agit de quelque chose de passif ou est-ce que là aussi il y a un rythme, il y a des fluctuations temporelles? Pour ça, on ne sait pas trop. Hein. C'est quand même cette libération. Alors oui, la libération diffuse, oui, ça passe dans le milieu extracellulaire, oui, tout à fait. Mais alors, est-ce que c'est quelque chose qui, c'est pas quelque chose qui a pu être étudié techniquement sur le plan fondamental, hein. On n'a pas pu mesurer, enfin à ma connaissance, peut-être. Oui, peut-être quand même, si quand même avec les techniques de, comment le nom m'échappe là. Oui, on est capable de mesurer in vivo une libération. Mais que ce soit une libération diffuse, on n'est pas sûr. Disons que cette libération diffuse, c'est un concept qui a été mis en évidence par le fait que des neurones à sérotonine notamment, étaient des neurones qui, notamment dans le cortex cérébral, et pas uniquement, étaient des neurones qui faisaient très peu de synapses. C'est-à-dire que c'était des systèmes qui n'avaient pas de jonction synaptique majeure. Il y avait 5% des neurones, je crois, qui faisaient des synapses. Donc, on a dit que c'est une libération diffuse. Ensuite, est-ce qu'on a étudié les mécanismes de cette libération? Ça non, on ne sait pas. Mais on peut imaginer qu'il peut y avoir effectivement des fluctuations circadiennes, hein, pourquoi pas, de ce type de libération. On sait que la sérotonine, de toute façon, elle est soumise, comme les autres substances, à des variations rythmiques au cours de la journée. Donc la libération diffuse doit probablement être aussi soumise à ce type de libération. Ok, merci. Peut-être une dernière question parce que je vois que le temps tourne et il y a justement les astrocytes que tu as bien, et je trouve que c'est intéressant de finir sur celle-là parce que c'était vraiment le thème de notre semaine, enfin de notre, oui, cette édition 2021. Et je pense que tu as de nouveau montré vraiment leur rôle important et le fait qu'elles aient vraiment que ce ne soit pas que des cellules de soutien comme on pouvait l'imaginer précédemment, quoi, il y a encore quelques dizaines d'années. Et la question, donc, puisqu'ils aident quelque part, hein, puisqu'ils viennent, la question est qu'est-ce qui contrôle le fonctionnement de ces astrocytes? Qu'est-ce qui va être à l'origine de leur action, de leur fonctionnement? Qu'est-ce qui les contrôle? Oui, ben c'est une bonne question. Alors, les astrocytes, on sait qu'ils ont. Alors, j'ai évoqué les récepteurs à l'ocytocine, puisqu'on sait qu'ils répondent à l'ocytocine, mais les astrocytes sont des éléments cellulaires qui possèdent des récepteurs également aux neurotransmetteurs. Donc, il y a quand même un retour entre les neurones et les astrocytes, c'est-à-dire qu'il y a des contrôles qui se font par des neurotransmetteurs sur les astrocytes. Voilà. Ok. Alors,
peut-être que… Voilà, ben peut-être, oui, ça continue à arriver et en même Oui, temps, mais je vois que certaines personnes s'en vont. Donc, c'est une question importante parce que c'était par rapport au rythme justement dont on parlait tout à l'heure et rythme circadien et le sommeil. Et la question portait sur la sérotonine et le lien que ça avait avec la mélatonine. Est-ce que, donc, sachant que bien, la sérotonine est ensuite le précurseur de la mélatonine. Comment tout ça a un petit peu été organisé? alors, comment est organisée la mélatonine? C'est-à-dire que la sécrétion de mélatonine par la glande pinéale, donc l'épiphyse, évidemment à partir de la sérotonine qui est le précurseur, est réglée par notre horloge circadienne, par la composante centrale de notre horloge circadienne, c'est-à-dire le noyau suprachiasmatique dont j'ai parlé. C'est-à-dire que ce noyau suprachiasmatique va contrôler la production de mélatonine par un mécanisme indirect que je ne détaillerai pas, mais c'est lui qui va contrôler finalement la synthèse de mélatonine et justement qui va faire en sorte, qui va donner le signal, disons, pour que la mélatonine soit produite exclusivement la nuit, puisque c'est une hormone qui est exclusivement nocturne, hein, qui est donc très sensible à l'environnement lumineux. Et c'est donc ce noyau suprachiasmatique qui va informer l'épiphyse de l'état de l'éclairement et qui va donc donner l'autorisation, entre guillemets, hein, de ces cellules qui sont dans l'épiphyse, qui d'ailleurs sont des cellules dérivées de la glie, hein, c'est ce qu'on appelle les pinéalocytes, ce ne sont pas des neurones, et qui vont donner donc la possibilité à ces cellules de fabriquer la mélatonine, qui ensuite vont être la substance qui effectivement va avoir des effets biologiques. Alors, ce n'est pas uniquement l'hormone de l'endormissement. Hein. On sait que la mélatonine a une action considérable en tant que chronobiotique, c'est-à-dire qu'elle va agir en retour sur le noyau suprachiasmatique pour aller contrôler le fonctionnement de ce noyau suprachiasmatique. Parfait. Ben, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci. Et puis, je pense que tu as vraiment montré ce qui est passionnant en biologie, c'est vraiment ces liens-là. Et tu viens encore de démontrer et de les expliciter tout au long de ces réponses aux questions. Et qui permet en effet de mieux en mieux comprendre tous ces mécanismes et de montrer les interactions, les interrelations. Et je voudrais finir là-dessus, l'importance de autre chose que les neurones. Hein. Le thème était les neurones, bien sûr, c'est important. J'espère qu'on vous aura convaincu qu'il y a plein d'autres choses qui le sont, et ces cellules gliales, ces astrocytes, tous ces mélanocytes et tout ce qu'on a pu voir sont également donc majeurs. Alors, je voudrais vraiment remercier toutes les personnes qui nous ont suivis ponctuellement ou très régulièrement. Et puis, comme Olivier le disait tout à l'heure, eh bien, on vous donne rendez-vous pour 2022. C'est encore trop tôt et le comité se réunira pour voir de quelle façon cette semaine du cerveau se tiendra. On fera tout pour revenir en présentiel, mais fort de cette expérience qui a été un succès, et ça grâce à vous, eh bien, on réfléchit également à des formats hybrides qui permettraient comme ça de pouvoir continuer à venir rencontrer un public plus large encore que le public marseillais. Donc, merci à tous. Peut-être que je peux demander à Christophe de remettre le lien de la chaîne YouTube, parce que la grande majorité des conférences qui étaient donc cette semaine programmées, vous en avez peut-être vu certaines, mais d'autres peuvent aussi vous intéresser. Et elles sont en replay donc sur la chaîne YouTube, qui est donc la chaîne de l'association cerveau.com. Si vous tapez dans YouTube cerveau en toutes lettres, tout attaché, point et tout attaché com, c'est-à-dire CERPOINTCOMM, eh bien vous pourrez retrouver donc tous ces enregistrements. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci Olivier. Ben merci à tout le monde aussi. Hein. Merci de m'avoir écouté
jusqu'à la fin, parce qu'il y a pratiquement encore du monde. Hein. Et voilà, et puis effectivement, ben, j'espère qu'on vous retrouvera nombreux l'année prochaine, dans un format qui reste à définir. Merci Sylvie, merci Christophe également pour ta contribution aux aspects techniques de ces visioconférences qui n'étaient vraiment pas évidents. Hein, et je pense que tu as fait ça de main de maître. Alors merci à toi. Et puis voilà. Et puis, à bientôt, j'espère.